Moi, j'ai commencé au début des années 80 à enseigner. Puis j'ai toujours aussi cette liberté-là, un peu comme la vôtre. Aussitôt que la porte de mon local est fermée, c'est moi qui mène. Donc, c'est pas la commission scolaire, c'est pas la direction de mon école, c'est moi qui gère, c'est moi qui. On m'a mandaté pour faire mon travail, donc je le fais. Et cette liberté-là, moi, je l'assume pleinement. Et contrairement à M. Norman, moi, j'ai été assez privilégié parce qu'il n'y a jamais personne qui m'est tombé dessus. Donc, la réforme, je ne l'ai pas appliquée dans son intégralité. Ce qui était bon avant, il était encore pour moi. Donc, j'ai essayé de faire la différence entre le vrai et le bon grain. Alors, pour moi, c'est toujours la notion de liberté, mais il faut être capable de l'assumer, puis c'est avec le temps aussi. Comme vous dites, la confiance est fondamentale. C'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Donc, il s'agit de construire sa confiance, aller de l'avant, puis quand on croit en quelque chose, comme vous dites si bien, on se tient debout, on se fait respecter. Et Francis, pour revenir, la question est pratique. Je ne néglige nullement la force des autorités scolaires, administratives. Mais Alexandre, c'est un exemple qui est à votre côté, qui étudie philo en éthique. Moi, j'avais un dilemme éthique. Dans ma salle de classe, je suis responsable pour le bien-être de ces étudiants. Je dois assumer cette responsabilité, coûte que coûte, pour leur bien-être. Alors là, il faut faire la part des choses. Et c'est un dilemme éthique, voire moral. Mais puisque je suis savant en sciences religieuses, comment pourrais-je l'éviter? Ça m'est revenu à maintes et maintes reprises. Qu'allez-vous répondre à celles qui souffrent devant vous? Quand vous voyez quelqu'un qui ne mange plus, et c'est bien la réalité, quelqu'un qui à 8h20 du matin a déjà pris 1 litre de vin rouge et je ne sais pas combien de joints, qui ne peut plus faire face à la journée, aux études, aux cours, parce qu'on leur impose un carcan. Quelle est la faculté qui distingue l'espèce, nous les humains, de toute autre? C'est la créativité. Et malheureusement, c'est celle dont on se sert la moins dans l'éducation. J'ai longtemps réfléchi sur le problème que je trouvais depuis que j'étais étudiant à l'université. Moi, je trouvais que les professeurs vivaient un conflit d'intérêts, dans le fond. C'était qu'en même temps qu'ils enseignent et qu'ils prennent la responsabilité d'essayer de faire comprendre des leçons, la matière aux étudiants, ils sont aussi obligés de les évaluer et puis de décider, faire un bell curve, la courbe, et ça met les étudiants en compétition. Et il y en a qui peuvent passer des nuits blanches, puis ça va forcer les autres à passer des nuits blanches. Et puis pour moi, c'est un conflit d'intérêts. Le professeur devrait être capable de se dévouer complètement à communiquer et à dialoguer avec les étudiants et de contribuer à leur apprentissage, et puis que l'évaluation soit faite par un autre. Ça pourrait être à l'échelle nationale, provinciale, ça peut être un examen, genre à fin d'année, tout ça. Ça, c'est un autre sujet. Mais le professeur, lui, ça ne devrait pas être un conflit d'être obligé de faire les deux. J'ai connu un professeur, moi, qui s'est même trouvé coincé à un moment donné. Il avait bien enseigné. Tout le monde aurait mérité des A. Et puis là, il a été comme embêté avec ça. Quoi faire à la fin de l'année pour différencier? Il va mal paraître devant l'administration. Et s'il y a des changements à faire là, qui est-ce qui devrait les forcer, ces changements-là? D'après moi, c'est les étudiants. C'est les unions des étudiants. Ça pourrait être même les étudiants matures. Ceux qui retournent à l'école ont peut-être un point de vue peut-être plus développé sur le genre de compétition et de conflit d'intérêts qui se déroule dans les classes.
Il faudrait peut-être que ceux qui sont les clients des écoles, des universités, peut-être particulièrement, se rassemblent, se communiquent et obligent au niveau provincial à apporter des changements là-dessus. C'est ridicule qu'on tolère ça encore décennie après décennie. Dans votre cas particulier, d'après moi, la raison, c'est inavouable. Pourquoi qu'ils vous ont congédié, ils ne peuvent pas le dire. C'est pour ça qu'ils ne le disent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Puis il y a une raison qu'ils pourraient ne pas pouvoir l'avouer, c'est que ce serait à la demande d'un donateur à l'université. Ils ne pourraient pas avouer ça. C'est impossible qu'ils puissent avouer ça. Ils ne pourraient plus jamais vous embaucher aussi longtemps que ce donateur-là insiste. Donc ça, c'est échec et mat, complètement capote. Dans ce cas-là, la question qui survient, c'est est-ce que les universités devraient dépendre des dons de des personnes qui pourraient avoir toutes sortes de préjugés ou d'intérêts personnels? Ou est-ce que toute la responsabilité des universités pour le financement devrait venir d'ailleurs? Que ce soit uniquement des fonds publics, que ce soit défendu, que les universités acceptent soit des dons des pharmacies, pas des pharmacies, des compagnies pharmaceutiques, des dons des individus riches, qu'importe leur passé, leur background, leur intérêt personnel, ça devrait être défendu, ça. Ça l'est jusqu'à un certain point politique. On ne peut pas laisser des compagnies financer des partis politiques à des millions de dollars, comme il se fait aux États-Unis. Mais nous, on laisse nos universités accepter des choses comme ça. C'est ridicule. Ça va biaiser le travail des professeurs comme vous. Vous n'allez pas avoir la liberté et vous allez être pris avec le conflit d'intérêts, les contraintes. Je trouve ça misérable. J'avais une question par rapport à est-ce que vous étiez membre d'une union qui vous a... Il n'existe pas de syndicat à cette université. Du tout, mais au niveau national, les professeurs d'université... Il y a une association, mais elle n'a pas le pouvoir d'un syndicat. Mais à cette institution, il n'y a pas de syndicat. Mais est-ce que vous avez pu avoir l'appui ou moins de cette association-là? C'est-à-dire que elle n'a pas de force. Et quand on contacte le national, ils ont fait comprendre que parfois ils doivent aller au-delà de l'association locale parce qu'ils voient des questions de conflit d'intérêts. Si vous avez l'appui des autres professeurs à l'échelle nationale, il aurait pu exercer une certaine pression, si vous ne l'avez pas. Hein. Les autres professeurs ne sont pas sensibilisés ou inquiets de leur... Mais c'est-à-dire, puisqu'il n'y a aucun syndicat, personne n'a la protection. Personne. Connaissez-vous Denis Rancourt, l'Université Oui, à l'Université d'Ottawa, oui. C'est à peu près dans les mêmes mois que vous que son histoire s'est déroulée. Oui. Et il faut dire que le professeur Rancourt jouissait de la permanence. Oui, il avait la permanence. Avec un syndicat. Oui. Mais si on veut se débarrasser de quelqu'un, on trouve les moyens. Savez-vous qu'il faisait un peu comme vous, hein? Il avait été normal, comme vous dites, pendant la majorité de sa carrière, et à un moment donné, il s'est aperçu de l'effet que ça avait sur les étudiants, et puis il a changé ses méthodes. Et puis c'était plus avec des notes, c'était avec des examens et toute cette formalité-là. C'était passe-faire, et il ne sentait pas aucune obligation de faire couler un seul étudiant. Ils pouvaient tous passer, puis ils avaient la liberté, et leur responsabilité, c'était d'apporter la créativité et le plus d'idées originales. C'était à peu près les mêmes choses. Et puis, mais là, d'abord, votre nom, c'est Alain Dessureau. Et vous êtes professeur ou étudiant? Non, j'ai étudié à l'Université Concordia. Ah, d'accord. En quelle spécialité? En physique et en informatique. Ah, d'accord. Mais d'abord, les scientifiques, je les apprécie beaucoup. J'ai invité les scientifiques parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc j'ai invité les médecins, j'ai invité les avocats, j'ai invité les scientifiques parce que quel est le but des études au premier cycle?
Ce n'est pas pour apprendre un métier, mais c'est pour apprendre comment vivre, apprendre nos responsabilités civiques, apprendre comment peut-on agir de façon responsable. Et c'est la raison que j'ai invité les nationalistes, comme Lucien Bouchard, comme Jacques Parizeau, comme les fédéralistes, comme Ed Broadbent et Paul Martin. Parce qu'au premier cycle, il faut qu'ils voient toutes les facettes de la question. En parlant du professeur Rancourt, je ne le connais pas personnellement, mais si vous allez sur son site web, il est très clair les raisons de son congédiement. Donc je vous invite tous et chacun de consulter sur le site web du professeur Denis Rancourt. Il faut dire aussi que tout le monde n'avait pas des A dans les cours. Je disais à chaque étudiant et étudiante, le premier jour du cours, vous connaissez cette émission que je n'ai jamais regardée, mais que je ne connais que le titre, Survivor. Je leur disais, si vous suivez ce cours-ci, c'est une course à la survie. Ne prenez pas ce cours si vous n'êtes pas prêt à vous investir à 300%. On n'invite pas un Paul Martin, un Lucien Bouchard, sans qu'on arrive à la table bien préparé. Ça veut dire qu'on a pédalé, on a travaillé comme des fous. Et je vois au moins parce que mes séminaires continuent toujours, je vois au moins un des membres de mon séminaire actuel, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de devoirs, beaucoup de travail. Mais pour moi, le défi, et d'ailleurs, il y a un écriture à cette université, Beholding the bright countenance of truth in the quiet and still air of delightful studies. Tout mon but, c'est d'insuffler la joie d'étudier, la joie d'apprendre. Et on le fait par le biais du dialogue. Nous sommes des êtres narratifs. Que vos étudiants font 6 n'est que 15 ou 14 ans, ils ont assez vécu pour conter des histoires. Et je dirais même, Francis, ils ont besoin de vous conter leur histoire. Nous avons besoin de se parler les uns aux autres. L'enseignement n'est jamais sans unique. C'est toujours en dialogue.